Salut! Alors, on a déjà parlé de la vue, on a parlé de l'ouïe, maintenant on va parler d'un des sens les plus sous-estimés dont on dispose, l'odorat. Et oui, c'est un sens sous-estimé parce qu'on n'y pense jamais comme un sens prédominant, alors que on sait tous que une odeur, comme le goût d'ailleurs, ça peut réveiller des souvenirs qui sont enfouis, mais très très loin, quoi. Go! L'odorat, donc, qui est le sens qui nous permet de sentir les odeurs, est souvent considéré en tout cas parmi les 5 sens aristotéliciens, que sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, comme un sens parfaitement mineur. En effet, il semblerait que notre perception du monde soit avant tout faite d'images, de sons et de toucher. Il en est absolument rien. Non seulement on comprend assez naturellement l'importance de l'odorat dans le règne animal, que ce soit pour la chasse, pour un prédateur sentir ses proies, pour des proies, sentir que le prédateur est pas loin, mais également pour connaître les limites d'un territoire animal, ou pour trouver un partenaire sexuel. Mais en plus, on sait par ailleurs que les odeurs peuvent affecter notre comportement psychologique ou social. Et il y a une raison à ça, et que je vais ajouter à la liste des choses qui font que selon moi, l'odorat est bien un sens très important, c'est que l'odorat est le sens qui se trouve physiquement le plus proche du cerveau. Au coude à coude peut-être avec l'ouïe, mais enfin on va y venir, vous allez voir, l'odorat a quand même une place bien particulière. Et par ailleurs, j'ajoute que l'odorat est le premier des sens humains qui se développe chez le fœtus. Alors, qu'on soit clair, la peau se développe avant l'odorat chez le fœtus, mais la peau n'est pas le toucher. Moi je parle de l'organe sensoriel. C'est l'odorat qui se développe en premier chez le fœtus. C'est fou, non? Alors du coup, l'odorat, comment c'est-il que ça fonctionne? En plein milieu de la figure, nous avons un nez. Un nez qui se voit comme le nez au milieu de la figure. Et de chaque côté de ce nez, on a une narine qui ouvre sur une cavité qui est bien plus profonde qu'il n'y paraît, puisqu'elle court depuis le dessus du palais jusqu'à la boîte crânienne. Le long de cette cavité courent 3 os de chaque côté, qui s'enroulent pour faire un genre de demi-tour. Ce sont les cornets. Alors, il y a le cornet inférieur, le cornet moyen et le cornet supérieur. Pour donner un ordre de grandeur, le cornet inférieur est à peu près aussi long que votre index, le cornet moyen est à peu près aussi long que votre auriculaire, et par contre le cornet supérieur, lui, il est beaucoup plus petit. Les cornets sont recouverts d'une couche de tissu particulièrement vascularisée et érectile, et cette couche de tissu elle-même est recouverte d'une épaisse couche de mucus. Les tissus, je l'ai dit, sont érectiles, donc capables d'érection, et comme le pénis, ils sont capables de turgescence et de décongestion. Lorsqu'il fait froid, par exemple, ces tissus vont être capables de se gonfler, pour d'une part assurer une plus grande surface d'échange avec l'air extérieur, tout en le réchauffant, et aussi en le filtrant via le mucus. Pour donner un ordre de grandeur, tout ce qui mesure plus de 2 ou 3 micromètres va être emprisonné dans le mucus afin d'être évacué par l'arrière de la gorge, c'est-à-dire avalé pour être évacué. C'est un processus qui est permanent, et en règle générale, on avale environ 65 centilitres de mucus par jour, généralement tellement dilué qu'on s'en rend même pas compte, mais pour donner un ordre de grandeur, 65 centilitres, c'est 2 canettes de soda. Voilà, donc ça c'était pour la partie dégueu de la présentation. Et ok, quand c'est dégueu, c'est rigolo, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Quand des molécules odorantes arrivent dans le nez... Ah oui, alors attendez 2 secondes, parce que les molécules odorantes... C'est-à-dire que la lumière, j'ai pas précisé ce que c'était pour la vue, mais la lumière, on savait déjà à peu près. Le son, j'ai un peu précisé, voilà, mais du coup, voilà, les molécules odorantes, on n'en a jamais parlé. Ok, alors on va se prendre 2 minutes. Qu'est-ce que c'est quoi donc des molécules odorantes? Alors déjà, une molécule n'est pas odorante en soi, c'est notre système olfactif
qui interprètent ces molécules comme ayant une odeur particulière. Hein, voilà, il y a des molécules qui arrivent et puis d'un coup on se dit « Ah tiens, ça sent la fraise, ou ça sent la menthe, ou ça sent le musc, voilà. » Et rien que ça devrait déjà vous faire des nœuds au cerveau. Bah oui, parce que ça signifie que les odeurs naturelles, que ce soit les odeurs des fruits, des fleurs, toutes les odeurs naturelles, sont non seulement le résultat d'une évolution très très longue, mais qui plus est, conjointe entre plusieurs espèces. Oui, parce que par exemple, si vous prenez la pollinisation des fleurs, quand ça se fait par l'odeur, ça veut dire que d'un côté, vous avez la fleur qui a développé des odeurs qui attirent certains pollinisateurs, mais dans le même temps, ça veut dire que ces pollinisateurs ont développé des capteurs pour apprécier l'odeur de ces fleurs-là. Ça, c'est fou, non? Alors on va prendre une minute pour dénouer ce nœud-là au cerveau, parce qu'en réalité, il n'y a strictement rien de surprenant à ça. Si vous avez une vision volontaire de l'évolution, c'est-à-dire que vous envisagez l'évolution comme quelque chose qui a un objectif, ce que vous ne devez absolument pas faire, mais si vous le faites, alors là oui, vous vous dites, oh là là, c'est-à-dire que les deux espèces ont évolué conjointement, sans pour autant échanger a priori de trucs, ça relève quasiment du miracle, ça c'est fou. Sauf que c'est pas ça qui se passe. L'évolution est un processus sélectif, naturel, et aléatoire, il faut le dire, voilà. Mais les mots importants, c'est sélectif et naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné de l'histoire, il y a une fleur qui s'est mise à développer une molécule particulière, qui avait une odeur particulière, voilà. Et parallèlement à ça, il se trouve qu'il y avait un pollinisateur qui était là, et qui était particulièrement attiré par cette odeur-là. Du coup, le pollinisateur, lui, il est allé polliniser cette fleur, et du coup c'est parfaitement naturel que cette fleur ait plus proliféré que la fleur d'à côté qui n'avait pas cette odeur. Donc du coup, ces fleurs-là se sont mises à proliférer. Par ailleurs, l'insecte en question, lui, il a eu peut-être plus à bouffer que son insecte, son cousin ou je sais pas quoi, qui lui n'était pas sensible à cette odeur-là. Et quand la fleur s'est mise à proliférer et que l'autre il bouffait bien, il se reproduisait mieux, et donc du coup, le pollinisateur en question a aussi proliféré. Donc, pour les spécialistes en évolution qui sont en train de mater cette vidéo, je me rends bien compte que je dis un peu beaucoup de la merde. Mais l'idée est là, c'est ça qui est important. L'idée, c'est de bien sentir que le processus est en fait hyper naturel. Que tout ça est logique. Dès lors qu'on arrête de croire que la nature a une volonté et que l'évolution est son process, quoi. Je veux dire, l'évolution n'a pas d'objectif. J'insiste ce point, pardon, mais parce que, à mon sens, il est essentiel, il permet d'éviter d'inverser la causalité de la chose. C'est pas parce qu'une fleur a persisté qu'elle s'est mise à développer une odeur particulière qui plaisait aux insectes. C'est parce que la fleur a développé une odeur particulière qui plaisait à ces insectes qu'elle a pu persister. Ou, on dit autrement, comment, selon la connaissance qu'on a d'un système, on peut y voir de la magie ou de la science. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler quand on parlera de Richard Feynman et de son amitié avec l'artiste Géry Zortian. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, il y a des molécules qui sont odorantes, ou plutôt qui sont perçues comme étant odorantes. Je le répète, c'est-à-dire qu'une molécule n'est odorante que pour un système olfactif, de la même manière qu'une onde électromagnétique n'est de la lumière que pour un œil, mais il ne viendrait pas à l'esprit de regarder des ondes radio ou des micro-ondes. Je veux dire, on n'appellerait pas ça de la lumière. Bref, il y a des molécules odorantes, à quoi est-ce qu'on les reconnaît? Alors, la réponse facile, c'est à rien de spécial, voilà. Il n'y a pas de truc précis où on peut pas simplement à la structure d'une molécule se dire « Hey, ça va sentir comme ça ». Voilà. Il y a des molécules qui ont une odeur et d'autres molécules qui ont une géométrie très très proche qui soit ne sentent rien du tout, soit sentent une odeur proche, soit une odeur complètement différente, voilà. Ne sais pas. En revanche, et ça va être la réponse un petit peu plus complexe, on sait que pour qu'une molécule puisse être perçue comme odorante, il y a quand même quelques prérequis. Tout d'abord, et ça va être un peu bidon et évident ce que je vais dire, vous allez voir, il faut que la molécule soit volatile. Si la molécule n'est pas capable de se propager dans l'air ambiant, on n'est pas capable de la renifler. Et volatile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit être ni trop légère ni trop lourde. Donc à pression et température ambiante dont on a l'habitude, ça signifie quoi? Ça signifie que la molécule doit avoir une masse moléculaire comprise entre 30 et 300 grammes par mol.
La mole, rappelez-vous, on en a parlé dans la série des SI, hein, quand on parle d'une mole de quelque chose, grosso modo, une mole c'est juste un grand nombre, hein, ça veut dire grosso modo 600 000 milliards de ce quelque chose. Voilà. Et donc quand on dit qu'une molécule doit avoir une masse moléculaire de 30 grammes par mole, ça veut dire que si vous avez un sac qui contient 600 000 milliards de cette molécule, eh ben le sac fait 30 grammes. En dessous de 30 grammes par mole, les molécules sont trop volatiles. Elles vont totalement se disperser dans l'air, on ne pourra pas les sentir. Au-dessus de 300 grammes par mole, elles sont trop lourdes pour pouvoir se propager correctement dans l'air. Donc il faut qu'on soit entre les deux. Ensuite, deuxième point qui est également assez évident, c'est qu'il faut qu'il y ait une concentration suffisante de ces molécules dans l'air. On imagine bien que si dans un appartement on lâche 2 molécules qui sentent la fraise, ça ne va pas sentir la fraise. Il faut être raisonnable là. Et là pour le coup, on n'est pas tous fait pareil. Et chez l'humain, le seuil de concentration à partir duquel on commence à sentir des molécules odorantes, il est autour de 10 puissance moins 17 mol par litre. Ça veut dire à peu près, en gros, 6 millions de molécules par litre. Et mine de rien, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, 6 millions de molécules par litre d'air. 6 millions, c'est un grand nombre comme ça, mais c'est pas beaucoup. À ce stade, on a la volatilité, la concentration. Ce sont 2 prérequis sans lesquels, de toute façon, on ne peut pas sentir une molécule. Maintenant, si on a ces 2 prérequis, rien ne dit que les molécules qu'on va sentir sont odorantes. Et ce qui va faire qu'une molécule va être perçue comme odorante, c'est sa structure, sa chiralité, sa polarité, son isomérie et sa solubilité. On va détailler ça. Sa structure d'abord, alors ça c'est le truc qui paraît le plus évident. On se doute bien que si une molécule est odorante et qu'une autre molécule n'est pas odorante, ça doit être lié à ses composants, à sa formule. Mais il n'y a pas de règle claire, quoi. On connaît des grandes familles de molécules odorantes, on connaît des radicaux dans la structure qui donnent des molécules odorantes, mais la structure fait pas tout. On peut avoir des molécules qui vont avoir ces mêmes structures et vont pas être odorantes ou vont sentir des choses complètement différentes, quoi. Cela dit, on n'a absolument aucun doute sur le fait que la structure impacte fortement le caractère odorant d'une molécule. On peut avoir 2 molécules avec une structure proche et une odeur proche, comme par exemple l'acétylpyroline et le propionylpyroline qui sentent tous les 2 le popcorn. Mais on peut avoir également 2 molécules avec une structure proche et qui ont une odeur très différente, comme le C8H12O2 qui peut, selon son développement, avoir une odeur herbacée ou épicée. Et enfin, on peut avoir également 2 molécules de structure totalement différentes, mais avec une odeur proche, comme le brasilate d'éthyle et l'androsténol, qui pour le coup n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais partagent l'odeur de musc. Là où ça peut surprendre un petit peu, mais c'est pourtant comme ça que ça fonctionne, c'est que on a cette tendance à penser que les molécules odorantes, quand elles viennent se coller dans nos capteurs, et qu'elles nous font nous dire « tiens, ça sent la fraise », on se dit que c'est la forme de la molécule qui va aller bien s'imbriquer dans le capteur, entre guillemets, le capteur de fraise. Et que donc, en toute logique, des molécules qui ont la même forme devraient produire les mêmes odeurs en termes de perception. Ce qui est pourtant pas le cas. Ça donc c'était pour la structure, maintenant on va parler de chiralité. Et vraisemblablement, j'aurai l'occasion sur la chaîne de faire un épisode spécifique sur la chiralité, parce qu'il y a plein de choses à en dire. Mais là on va vraiment s'attarder uniquement sur les molécules odorantes. La chiralité, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez vos 2 mains ? C'est ça la chiralité. En gros, quand vous avez 2 choses qui sont parfaitement symétriques, elles sont chirales. Quand elles peuvent se regarder dans un miroir, si vous voulez. Et parfois, selon la forme géométrique d'une molécule, on peut avoir une molécule avec une structure telle qu'à un moment donné, on va avoir un atome qui part à gauche ou un atome qui part à droite. Et que le résultat, c'est 2 molécules qui sont identiques mais par symétrie miroir. Quand c'est le cas, cette molécule-là est dite chirale, et la paire de molécules qu'on obtient, donc, qui sont les 2 faces du miroir, on appelle ça des énantiomères. Si vous vous rappelez bien, on a fait un épisode de digression où on parlait d'énantiosémie, c'est-à-dire de sens opposé. Là, énantiomère, ça veut dire structure opposée. Ce qu'il faut savoir des énantiomères, c'est que, normalement, des énantiomères ont les mêmes propriétés physiques et chimiques. La seule chose qui les distingue, c'est le fait qu'ils vont dévier la lumière polarisée dans des sens contraires. Cependant, et malgré ces similarités, 2 énantiomères peuvent
se comporter de façon très différente. C'est le cas par exemple de la deltamétrine qui, dans un sens, est un insecticide répulsif très efficace, alors que son énantiomère, donc dans l'autre sens, parfaitement neutre. D'ailleurs, on a très longtemps pensé que dans une paire d'énantiomères, quand il y en avait un qui était actif, l'autre était neutre. Je sais pas pourquoi on a pensé ça, mais en tout cas on pensait ça. Et c'est faux. Là où c'est con, c'est que du coup, quand on faisait des médicaments à partir de molécules chirales, ben on partait dans des mélanges racémiques, c'est-à-dire qu'on mélangeait à peu près autant de molécules qui partent vers la gauche, par exemple, donc lévogir, que de molécules qui partent vers la droite, donc dextrogir. Je me rends bien compte que gauche-droite, ça veut rien dire pour une molécule, hein. Selon comme on tourne, ça change. C'est des conventions quand on parle de tourner à gauche ou de tourner à droite. Mais donc, on se disait, bon bah, quand on fait ce médicament, on se disait, bah, il y a la moitié qui va être active et l'autre moitié qui va être neutre, donc on peut mélanger de façon racémique sans se préoccuper de quel énantiomère on a mis là-dedans. Sauf que parfois, eh ben, vous avez une molécule qui dans un sens est un principe actif et qui dans l'autre sens est une saloperie. Voilà. Le thalidomide par exemple, eh ben, dans un de ses sens, c'est un analgésique, un antidouleur, tout ce qu'il y a de plus classique, enfin voilà, c'est un antidouleur, tandis que son énantiomère provoque des malformations du fœtus chez les femmes enceintes. Et alors, pour le coup, on peut même pas spécialement en vouloir au gars qui avait fabriqué le médicament à base de ce truc-là, puisqu'il s'avère que le thalidomide, en plus, a cette particularité, c'est que les molécules peuvent se transformer spontanément en leur énantiomère in vivo. Donc, même si le mélange avait pas été racémique, si on avait vraiment fait gaffe à avoir que de la bonne version, l'autre serait apparu quand même. Du coup, maintenant, quand on fait un médicament, on veille bien à ce que, quand une molécule est chirale, eh ben, on vérifie d'abord comment fonctionne son énantiomère, ainsi que ses stéréoisomères, y compris in vivo, afin d'être sûr que le médicament va pas d'un coup se mettre à se comporter comme un poison. Et pour les odeurs, vous allez me dire, puisque c'est bien de ça dont on parle a priori, eh ben, ça va être un peu la même que pour la structure. Ça veut dire qu'on va avoir deux énantiomères qui peuvent avoir une odeur proche, comme par exemple le limonène, qui dans un cas sent le citron et dans l'autre cas l'orange. Alors ok, c'est pas nécessairement une odeur méga proche, mais enfin, ce sont tous les deux des agrumes, quoi, en termes d'odeur. Mais pour le carbone, dans un cas, ça va donner de la menthe verte, et dans l'autre cas, ça va donner du fenouil. Donc, pardon, mais en termes d'odeur proche, on n'y est pas, là. Ça, c'était pour la chiralité. Maintenant, on va parler de polarité. Et on va voir que la polarité est surtout importante dans la façon dont on extrait les odeurs. Mais avant de parler de ça, eh ben, c'est quoi donc la polarité d'une molécule, Jamy ? Vous le savez, une molécule est composée d'atomes, et dans ces atomes, on trouve des électrons. Et les électrons vont se déplacer au sein de la molécule au gré des liaisons entre atomes. Et ne m'emmerdez pas sur le fait que les atomes et les électrons sont ici représentés par des billes. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Dans certaines structures moléculaires, le fait est que les électrons auront tendance à plutôt se trouver dans l'espace de tel ou tel côté de la molécule, ce qui provoquera une plus grande charge négative d'un côté, et donc positive de l'autre. La molécule se comporte alors comme un dipôle magnétique. C'est le cas des molécules d'eau, par exemple, qui sont polaires. D'un côté, vous avez deux atomes d'hydrogène avec leur unique électron, et de l'autre côté, un atome d'oxygène avec ses 8 électrons. Alors, je sais, vous allez me dire que le noyau d'oxygène comporte 8 protons et que ça compense la charge négative, et sur le principe, vous avez raison. Sauf que les 8 protons restent où ils sont, et que les électrons vont plutôt tendre vers l'atome d'oxygène. Pour schématiser, imaginez un seul électron dans une molécule d'eau. D'un côté, il y a un seul proton, donc dans le noyau d'hydrogène, et d'un autre, il y a 8 protons, dans le noyau d'oxygène. Alors bien sûr, je le répète, tout ceci est schématique, limite caricatural, allez pas vous imaginer des billes qui vont en ligne droite dans l'espace et qui sont parfaitement bien localisées à chaque instant. Surtout pas, s'il vous plaît. Pas ça. Du coup, voilà, il y a des molécules qui sont très polaires, d'autres qui sont un peu polaires, certaines qui sont complètement pas polaires. On les appelle des molécules apolaires. L'eau, c'est polaire, l'alcool, c'est polaire aussi, mais moins. Et ensuite, de moins en moins, les esters et les éthers. Et puis, dans les trucs pas polaires du tout, donc les molécules apolaires, on a les hydrocarbures. Et le rapport avec les molécules odorantes, on va préciser ça juste dans quelques secondes parce que c'est très lié aussi à la solubilité. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que les molécules odorantes sont généralement très peu polaires, voire apolaires complètement. Et la solubilité, donc, comme son nom l'indique, c'est la capacité à être dissous. Bravo, voilà, sauf que la solubilité est fondamentale pour les molécules odorantes.
Et comme il se trouve d'une part que les molécules odorantes sont généralement très peu polaires, voire apolaires, et que par ailleurs, une molécule peu polaire ou apolaire se dissout mieux dans un solvant qui est peu polaire ou apolaire également, et bien ce que ça signifie, c'est que les molécules odorantes vont avoir tendance à se dissoudre beaucoup plus facilement dans les huiles et les graisses. Et c'est la raison d'existence des huiles essentielles et des bougies parfumées. Pour faire très simple, sur un truc qu'on expérimente quotidiennement, qu'on connaît. Donc je résume, structure, chiralité, polarité, solubilité, isomérie. L'isomérie c'est quoi? L'isomérie est parfaitement liée à la structure d'une molécule. En gros, si vous voulez, deux molécules peuvent avoir les mêmes composants mais qui ne sont pas agencés de la même manière. On appelle ça des isomères. Pour ceux qui l'ont encore en tête, ça veut dire que les deux molécules ont la même formule brute, mais pas le même développement. En gros, vous prenez les mêmes Lego et vous faites des structures différentes avec, voilà, géométriquement. Voilà, vous faites de la géométrie différente. Okay. Et vous, par exemple, deux énantiomères sont des isomères. Et vous comprenez bien que si déjà une paire d'énantiomères peut avoir des odeurs soit voisines, soit totalement différentes, à plus forte raison les isomères. L'acétate d'isoamyle, par exemple, va, selon son développement, pouvoir sentir par exemple la banane ou le gras. Là, dans le genre odeur bien différente, pardon quoi. Voilà, je suis désolé si c'était un petit peu chiant, mais c'était nécessaire pour pouvoir parler du système olfactif, de d'abord comprendre ce qu'était une molécule odorante. Voilà, le système olfactif, on en parlera dans le prochain épisode, qui du coup sera moins chiant. La bise.